Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a un sujet assez costaud. Une faille de sécurité qui a fait beaucoup de bruit, React-to-Shell. Pour donner une idée, son score de sévérité, c'est 10 sur 10. Le maximum. Oui, le maximum absolu, la note parfaite du désastre, comme vous dites. Et pour analyser ça, on a tout ce qu'il faut. L'analyse technique des chercheurs, l'avis de sécurité officiel de Next.js et même le script de l'exploit. Alors l'idée, c'est de comprendre comment une chose pareille a pu exister, comment ça marche, concrètement, et qu'est-ce qu'on en retient. Et sur ce score de 10.0, il faut vraiment s'arrêter une seconde. Ce n'est pas juste critique. C'est le pire scénario qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire, Ça veut dire qu'un attaquant n'a besoin de rien. Pas d'authentification, pas de compte, pas besoin qu'un utilisateur clique sur un lien, rien du tout. Une seule requête, bien construite, et il prend le contrôle total du serveur à distance. C'est la perte complète de souveraineté. c'est terrifiant. Et le plus fou, c'est que ça part d'une bonne idée, d'une innovation. Les React Server Components, les fameux RSC. Exactement. L'intention est bonne, rendre les applications plus rapides en exécutant des composants côté serveur, Ouais. mais pour ça, il fallait une nouvelle manière de communiquer, et le bon vieux JSON, il ne suffisait plus. Il était trop statique, c'est ça. Il fallait tout préparer avant d'envoyer. Voilà. Alors que les RSC, ils ont besoin de streamer, d'envoyer des morceaux d'interface au fur et à mesure, de manière asynchrone. Du coup, l'équipe de React a développé le protocole Flight. Il faut l'imaginer comme un flux de petits paquets, des chunks. D'accord. Et c'est là que ça devient subtil. Ces chunks ne sont pas indépendants. Un chunk peut faire référence à un autre en utilisant un identifiant, comme $3. Donc ce n'est plus un simple fichier de données qu'on envoie, c'est presque un petit programme, une liste d'instructions pour reconstruire la page. C'est exactement ça. Le parseur côté navigateur lit ces instructions et assemble le puzzle. C'est cette capacité à résoudre des références dynamiquement qui est très puissante. Mais c'est aussi là qu'est le danger. C'est là qu'est tout le danger. On a créé un format de données qui exécute des choses. La frontière entre données et code devient floue. Ok, la porte est entr'ouverte. Alors mettons-nous dans la tête d'un attaquant. Comment on passe de ce système de référence à une prise de contrôle totale? Alors l'attaquant, il ne voit pas le code, il voit un réseau de références. Et son objectif est très précis, remonter ce qu'on appelle la chaîne des prototypes en JavaScript. La chaîne des prototypes. On peut peut-être prendre une analogie, c'est un concept un peu obscur même pour des développeurs. Bien sûr, imaginez un arbre généalogique pour les objets. Si vous demandez à un objet de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, il demande à son parent, son prototype. Si le parent ne sait pas, il demande aux grands-parents, et ainsi de suite. Jusqu'à l'ancêtre commun de tous les objets. Voilà. L'attaquant, lui, il veut faire le chemin inverse. Il veut remonter, jusqu'à l'ancêtre ultime, l'objet function. Et pourquoi function? Parce que function a le pouvoir suprême, celui de créer et d'exécuter du nouveau code. C'est l'équivalent d'un eval, c'est le Graal. D'accord, l'objectif est clair. Mais comment y arriver? Le parseur est censé juste lire des données, pas se balader dans l'arbre généalogique du JavaScript. Et c'est là qu'arrive le premier maillon, le premier gadget de l'attaque. Le piège du Funable. Funable. Ça me fait penser aux promises, avec la méthode .den. Mais je ne vois pas bien le rapport. C'est exactement ça. Et c'est là que c'est à la fois brillant et terrifiant. Le parseur Flight a été codé pour être intelligent. S'il tombe sur un objet qui a une propriété nommée, .den, Il se dit, tiens, c'est une promesse. précisément, il suppose que c'en est une et il exécute la fonction qui est attachée à cette propriété den pour attendre sa résolution. Attendez, le parseur exécute du code juste parce qu'une propriété s'appelle .fen. Ça semble être une faille de conception énorme. C'est un effet de bord d'une fonctionnalité conçue pour la commodité. L'attaquant n'a donc qu'à fabriquer un objet, lui donner une propriété .fen et le tour est joué. Le parseur exécute son code. C'est subtil. Il n'injecte pas encore de code malveillant. Il utilise juste un mot-clé pour détourner le parseur, pour le forcer à prendre un chemin qui n'était pas prévu. C'est ça, il a détourné le train, mais il n'est pas encore dans la locomotive. Pour ça, il lui faut une autre clé, un autre symbole du protocole. $@. Encore un de ces symboles. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Normalement, le parseur analyse le contenu d'un chunk. L'instruction $@ lui dit « Stop, ne l'analyse pas. Donne-le-moi à l'état brut. » Ah oui, d'accord. C'est comme si au lieu de recevoir un plat cuisiné, on demandait à voir les ingrédients crus et la recette. C'est une excellente image.
Pour l'attaquant, c'est une mine d'or. Il accède aux propriétés internes du chunk, son statut, sa valeur, des choses qu'il n'est jamais censé voir. Et avec cet accès, j'imagine qu'il peut commencer à toucher aux boutons qu'il ne faut pas. Exactement. Et le premier bouton, c'est le statut du chunk. Il va forcer ce statut à une valeur très précise. Resolved model. Et ça fait quoi? Ça trompe le parseur. Le parseur voit ce statut et se dit « Ah, ce chunk est déjà validé, je peux sauter toutes les étapes de sécurité. » Et il appelle directement une fonction interne, Initialize Model Chunk, qui est censée être appelée bien plus tard. Il court-circuite tout le système. Il se présente à la porte en disant « C'est bon, j'ai déjà été contrôlé ». C'est ça. Donc, on a eu le flux d'exécution détourné, l'accès aux mécanismes internes et les garde-fous contournés. Il ne manque que l'arme finale. Et cette arme, c'est un autre gadget, j'imagine. Oui, Un dernier symbole, $B. décidément. Que fait $B en temps normal? $B est fait pour gérer les données binaires, les fichiers d'un formulaire, un form data. À un moment, le code du parseur fait un appel tout simple, response.formdata.get. Ça a l'air complètement inoffensif. Sauf que L'attaquant, grâce à son accès brut via $@, contrôle entièrement l'objet response. Et donc l'objet form data sur lequel le parseur appelle .get n'est pas un vrai form data, c'est une imposture. Vous avez tout compris. Le parseur pense parler à un composant légitime, mais il parle à un objet espion. Et la méthode .get de cet objet espion, c'est elle qui contient la charge utile. C'est le pistolet de l'attaque. Et qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette fausse méthode .get? C'est là que la boucle est bouclée. Ce faux .get est une référence qui pointe directement vers la chaîne des prototypes. En gros, l'attaquant dit « Quand tu appelleras get, en fait, tu remonteras proto, puis constructor, encore constructor. » Jusqu'à atteindre l'objet function? Exactement. Au moment où le parseur exécute formata.get, il déclenche sans le savoir cette remontée fatale. L'attaquant a atteint son but, il peut créer et exécuter n'importe quelle commande sur le serveur. C'est une réaction en chaîne parfaite, d'une élégance presque macabre. C'est brillant. Du coup, l'impact dans le monde réel, Next.js a dû prendre cher. Ah oui, l'avis de sécurité a publié 2 CVE, un pour React, un pour Next.js. Les versions 15 et 16 étaient vulnérables, la recommandation, c'était évidemment de mettre à jour immédiatement. Classique. Mais il y avait un avertissement bien plus grave. Lequel? L'avis insistait lourdement sur la nécessité de renouveler tous les secrets. Clés d'API, mots de passe de base de données, absolument tout. Ça, c'est le détail qui fait peur. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de fermer la porte. On part du principe que le voleur a déjà fait une copie de toutes les clés. C'est la seule approche saine, supposez le pire. Bon, une attaque aussi complexe, j'imagine que le correctif est une usine à gaz, non? Une refonte complète du parseur? Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Le correctif, c'est une seule ligne de code. Une seule ligne? Vous plaisantez? Pas du tout. Avant, le code utilisait une notation comme objet, propriété. Le problème, c'est que si la propriété n'existe pas, JavaScript, très serviable, va la chercher plus haut dans la chaîne des prototypes. Et c'est ça que l'attaquant exploitait? Voilà, le correctif remplace ça par un appel à object.prototype.asOnlyProperty.call. Ça a l'air barbare, mais ça fait une chose très simple. Ça vérifie si la propriété appartient uniquement à l'objet lui-même. Ça ne remonte jamais la chaîne. La porte est fermée à double tour. Exactement. Tout ça, pour une seule ligne de code. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Quelle est la grande leçon à retenir alors? J'en vois 3. La première, c'est de respecter les frontières. Ne jamais, jamais mélanger les données et la logique. Des données doivent rester des données, passives. D'accord. La deuxième. Le durcissement des fondations. Une simple ligne comme object.freezeObject.prototype peut bloquer des classes entières d'attaques de ce type. C'est comme bétonner les fondations de sa maison. Et la dernière. La plus importante, j'imagine? La paranoïa est une vertu. Ne jamais faire confiance aux entrées. Jamais. Le code doit vérifier explicitement au lieu de faire des suppositions serviables. Cette faille n'existe que parce que le parseur faisait trop confiance. En résumé, on part d'une faille au score parfait de 10.0, on décortique une chaîne d'attaque d'une ingéniosité folle pour arriver à un correctif d'une seule ligne qui nous ramène à un principe de base de la sécurité. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir, je trouve. Allez-y. Cette vulnérabilité, ce n'était pas un simple bug, une étourdisserie. C'est le résultat d'une série de choix faits au nom de la performance et de la flexibilité.
Le correctif, lui, c'est un retour à la prudence la plus élémentaire. Alors la vraie question, c'est, dans cette course effrénée à l'innovation, pour des frameworks toujours plus magiques, comment s'assure-t-on qu'on ne sacrifie pas sur l'autel de la modernité le principe le plus vieux et le plus important de tous, ne jamais, au grand jamais, faire confiance à ce qui vient de l'extérieur?